Assia Hamza, bonsoir. Vous avez réalisé ce documentaire que l'on vient de voir avec Dana Alboz. Emmanuel Daoud est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit pénal international. Assia, on va commencer avec vous. On l'a bien compris à travers votre reportage, le viol est tabou en Syrie. On comprend que peu de femmes n'osent en parler. Yasmine Ouda et Asma font figure d'exception. Comment vous avez réussi à les convaincre de témoigner ? Alors, comme vous l'avez dit, le viol est tabou en Syrie parce que l'honneur est associé à la femme et elles sont beaucoup stigmatisées. Donc, il y a une sorte de double peine pour elles et parler faisait partie de... Pour elles, c'était un moyen de casser la stigmatisation et de briser le tabou. Et on a réussi à les convaincre de nous parler parce qu'on a réussi à les anonymiser et on leur a garanti que leur identité ne serait jamais dévoilée. Et donc, il y a eu une liberté de parole assez totale. Et je dois aussi souligner que Dana Alboz, donc, qui est la co-autrice du film, est syrienne. Et ça a créé une relation de confiance qui était assez essentielle aussi. Elle témoigne, mais elle témoigne, vous le dites, à visage couvert, masqué. Elles ne veulent pas que leur identité soit révélée. Elles ont peur de quoi exactement ? Alors, c'est le regard des autres. Déjà, c'est le regard de ses proches, sa propre famille, mais de la société, parce qu'en fait, elles sont stigmatisées. Il y a des femmes qui ont été répudiées. Il y a eu des crimes d'honneur. Il y a des femmes qui ont été tuées par un conjoint, un frère, un père, parce qu'elles avaient été violées, alors qu'elles n'ont pas choisi d'être arrêtées, elles n'ont pas choisi d'être violées. Et c'est pour cela que c'était important pour elles de garder l'anonymat, parce qu'elles vivent en Syrie et que témoigner à visage découvert, c'est prendre le risque d'avoir des regards, des critiques, et aussi elles ont des enfants aussi, donc c'est trop lourd à porter pour elles. Plusieurs centaines de cas, vous dites, ont été recensés. C'est totalement sous-évalué selon vous ? Absolument, justement parce que c'est tabou. Il est absolument impossible aujourd'hui de savoir le nombre de femmes qui ont été violées, et il faut surtout insister sur le fait qu'il y a des hommes et des enfants qui ont été violés. Donc vous rajoutez donc encore plus de victimes, et on saura probablement jamais le nombre de victimes totales. Emmanuel Daoud, je me tourne vers vous. Les témoignages qu'on a entendus dans ce reportage sont précieux, ils sont nécessaires, mais on le voit, il est difficile de recenser tous les cas. Comment on peut documenter, si les gens ne veulent pas parler, comment on peut briser le tabou du viol et aider les victimes à parler ? Dans ces crimes de masse, régulièrement, le travail premier des enquêteurs et des juges, c'est de documenter. Et on a une instruction à Paris qui s'appelle l'instruction César, de ce photographe qui a fui et qui a documenté les crimes et les exécutions et les tortures dans plusieurs prisons syriennes. Et ça a permis de nourrir des enquêtes et des investigations. S'agissant des viols, il y a des rapports qui ont été faits par des ONG. Ce documentaire est très précieux. Ça sera une pièce de plus qui sera apportée dans les enquêtes. Et c'est très important de prendre conscience de quelque chose, c'est que, en fait, on le sait, quand on traite ce type de dossier, les blessures des victimes, elles ne cicatrisent jamais, elles se taisent, et en réalité, elles arrivent à cicatriser un peu lorsque la vérité est dite et reconnue. Et Elie Wiesel le disait d'une autre façon, le bourreau tue toujours deux fois, la seconde par le silence. Donc, au travers de ce documentaire, au travers de ces témoignages, de ces investigations, on arrive à documenter ce qu'on appelle en droit pénal des preuves, et avec des preuves, on peut poursuivre ceux qui ont donné les ordres, on peut poursuivre les auteurs de ces viols de masse en Syrie, mais aussi dans d'autres pays. Et pour les dignitaires, pour les chefs de gouvernement, ça peut être aussi devant la Cour pénale internationale. Est-ce qu'un document comme celui-ci, il peut amener les personnes qui le regardent à témoigner justement, à vouloir à leur tour s'exprimer ? Je vais répondre de façon humble. Vous l'avez dit, le viol est tabou.
l'honneur est attaché à la femme. Je ne sais pas si d'autres femmes auront ce courage, mais en tout cas, évidemment, il ne faut pas stigmatiser celles qui ont été victimes de ces viols. Si elles peuvent parler, tant mieux, mais il faut d'abord penser à elles et à leur dignité, à leur capacité à se reconstruire. Mais une chose très importante, peut-être aussi, à souligner, c'est que ces viols sont considérés comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et donc, ce sont des crimes imprescriptibles. Elles ne parleront peut-être pas aujourd'hui, mais elles pourront parler dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elles pourront parler au moment où elles seront sollicitées. Et donc, l'impunité, la lutte contre l'impunité, plus exactement, elle repose aussi sur le fait que ces crimes sont imprescriptibles. Donc, aujourd'hui, peut-être que certaines ne sont pas capables de parler. Elles le seront peut-être demain ou après-demain. Assia, je voudrais qu'on revienne sur les causes de l'incarcération de ces femmes. Comment elles se sont retrouvées en prison ? Alors, il faut savoir quand même qu'à la base, il y a eu beaucoup d'arrestations totalement arbitraires. Certaines, Asma par exemple, elle a été arrêtée parce que elle a convoyé de l'aide dans la Ghouta orientale à des blessés. Elle avait une formation paramédicale. Les 2 autres, elles n'avaient absolument aucun lien avec la Révolution, ou des proches, des membres de la famille qui étaient pro-révolution. Donc parfois, il y avait des arrestations de membres de la famille pour faire pression sur les personnes qui étaient plutôt engagées dans la Révolution. Mais les femmes qui se sont retrouvées en prison n'avaient pas forcément quoi que ce soit à faire avec ce qui se passait dans les rues et la révolte contre Bachar el-Assad. Elles ont toutes les 3 été accusées de pratiquer le djihad du sexe. C'est quoi exactement ce djihad? Alors c'est un concept très controversé. On ne sait pas bien s'il existe. En tout cas, il n'y a pas de mention du djihad al-nikah dans le Coran. Et ce serait que des femmes s'offrent aux combattants au nom de la guerre sainte. Il faut donner de la force, de la vigueur aux combattants. Donc on leur envoyait des femmes pour satisfaire les plaisirs de chair. Dans le reportage, on comprend que le viol était pratiqué de manière très régulière en prison. C'est ce qu'elles expliquent. Dans certaines sections, on fournissait même une pilule contraceptive aux femmes quotidiennement. Est-ce que c'était vraiment destiné à les briser de manière consciente, théorisée, ou c'était plus prosaïquement un moyen pour les geôliers de se divertir en toute impunité parce qu'il n'y avait pas d'autorité pour les réguler? C'était vraiment une volonté avec des ordres qui viennent de tout en haut. L'ONG avec laquelle on a travaillé sur le documentaire Lawyers and Doctors for Human Rights nous a bien dit que les ordres venaient d'en haut et parfois, avant même d'avoir une femme qui racontait son histoire, en fonction de l'endroit où elle avait été détenue, le médecin pouvait savoir exactement ce qu'elle allait raconter, à savoir les tortures, les viols, tout ça. Donc ça prouve qu'il y avait quand même des choses qui étaient répétitives. Donc à partir de là, c'est que ça venait d'au-dessus. Emmanuel Daoud, le viol comme arme de guerre, c'est malheureusement quelque chose de classique? C'est malheureusement très classique. C'est documenté, c'est théorisé. Lorsque notamment des régimes s'attaquent à leur population civile, comme ça a été le cas du régime de Bachar el-Assad, ces instructions ont été données pour briser la résistance, de s'attaquer aux femmes mais aux enfants, et aussi, comme vous l'avez dit, de violer aussi les hommes détenus. Donc c'est voulu, c'est pensé, c'est réfléchi et c'est même industrialisé. Et c'est parce que justement c'est pensé et réfléchi que l'on peut considérer dorénavant que c'est un élément constitutif d'un crime de guerre. Le crime de guerre, c'est le crime commis dans le cadre d'un conflit armé, et ça devient un crime contre l'humanité lorsque ce crime est pratiqué de façon généralisée et systématique. Et là, en Syrie, c'est le cas, mais on a malheureusement d'autres cas, comme par exemple les comportements de l'armée russe dans les territoires occupés ukrainiens. C'est voulu. Mais l'objectif, c'est de briser leur vie ou c'est de dissuader ceux qui sont encore en liberté, sachant que de toute façon, on le voit, ils ne témoignent pas. Les personnes violées ont du mal à témoigner. Donc, c'est pour dissuader ou c'est pour simplement briser des vies? C'est pour dissuader et c'est pour briser les vies et c'est pour annihiler la résistance, l'esprit de résistance, et annihiler et humilier pendant des générations aussi, parce que ça s'arrête pas à ces femmes, c'est des blessures qui, évidemment, ça les concerne les premières, mais leurs familles, leurs enfants, et c'est un poids
psychologique, un poids traumatique qui va perdurer sur des générations, à telle enseigne que s'agissant de l'État islamique, il va y avoir un procès à Paris où une femme revenante française mariée à un émir est poursuivie pour crime de génocide parce que elle a participé à l'emprisonnement d'une jeune adolescente yézidi que son mari violait systématiquement tous les jours, et dans le cadre d'un plan concerté pour annihiler la communauté yézidi. Et donc là, c'est le crime, entre guillemets, le plus grave, parce que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont évidemment les plus graves, on est tout en haut de l'échelle, le crime de génocide. Donc on veut blesser à mort des populations, des communautés, des familles, en infligeant ces viols, mais pour que les effets perdurent, encore une fois, pendant des générations. Et donc en les maintenant en vie. Et en les maintenant en vie, oui. Que sont devenus les bourreaux, Assia? Est-ce qu'ils se sont fondus dans la population? Il est impossible aujourd'hui de les reconnaître? Alors, pour ce qui est des petites mains, ils sont toujours là-bas, mais il y en a beaucoup qui sont encore en Syrie. Et parfois, on a réalisé quand même pas mal d'interviews. Et certaines nous ont dit que leurs bourreaux avaient pignon sur rue. Ils étaient toujours là. Elles sont capables de les identifier? Bien sûr. Ils n'avaient pas bien sûr, elles peuvent les reconnaître. Mais pour ce qui est des plus gros responsables, comme Bachar el-Assad, ils sont en exil. Bachar el-Assad est en Russie. Donc oui, et c'est bien le problème aujourd'hui. Et c'est ce que nous disait l'avocat, c'est la crainte qui est des actes de vengeance. Parce que quand vous savez qui vous a torturé, qui vous a violé, vous pouvez aller le tuer. Justement, en matière de justice, elles n'ont pas du tout les mêmes attentes. Certaines veulent à leur tour les voir souffrir, ces hommes qui les ont violés et qui les ont torturés. Asma, elle dit qu'elle serait prête à pardonner. C'est vraiment toute la question qui agite la Syrie aujourd'hui. Savoir comment avancer, est-ce qu'il faut punir, pardonner? Il y a un énorme désir de justice aujourd'hui en Syrie. Le chantier de la justice transitionnelle a été lancé, il est colossal. Mais aujourd'hui, les gens ont besoin de justice. Ils attendent des procès, ils veulent qu'on rende des comptes. Donc il y a une énorme attente par rapport à ça. Emmanuel Daoud, on ne peut pas avancer sans justice? Kofi Annan a dit qu'il n'y a pas de paix durable sans justice. L'impunité nourrit les crimes, la justice les arrête. Et c'est ce qui a présidé à la création de cette Cour pénale internationale, qui est la seule juridiction qui peut juger des chefs d'État en exercice. Mais au-delà de ça, la justice transitionnelle, la justice en Syrie, la justice au Rwanda, la justice dans l'ex-Yougoslavie, cette justice, elle est nécessaire pour que la paix revienne et pour que la paix répare et pour que la concorde et l'harmonie puissent se développer, y compris dans des sociétés fracturées et violentées comme la société syrienne aujourd'hui. C'est indispensable. Il y a une volonté de justice de la part de la population, on l'entend. Est-ce qu'il y a cette même volonté de la part des nouvelles autorités syriennes qui sont sous la direction de Ahmad al-Shara? Oui, bien sûr, mais le chantier est colossal et il y a une nouvelle déclaration constitutionnelle qui a été adoptée en mars. Mais pour l'instant, il y a tellement de choses à faire. On parle de 13 ans de guerre, le pays est à genoux, que ça va être très très long. Et Ahmed al-Shara était en Russie mercredi et il a demandé, je pense, l'extradition de Bachar el-Assad. Mais à propos de Bachar el-Assad, justement, il est toujours en Russie aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'un jour il répondra devant une cour de justice et qu'il sera condamné et qu'il purgera surtout sa peine? S'il ne disparaît pas brutalement en Russie, j'ai la conviction qu'il sera jugé un jour en Syrie ou devant une juridiction pénale internationale. Je suis optimiste, mais je ne suis pas naïf. Mais dans le grand marchandage en matière de géopolitique, M. Bachar el-Assad, il pèse plus grand-chose. En revanche, il a une importance cruciale pour les Syriens, les Syriennes, et pour que la paix revienne dans ce pays. Et c'est très important que les chefs d'État, les chefs de gouvernement qui ont donné ces instructions, qui ont fait en sorte que la répression s'abatte sur leurs habitants et habitantes, rendent compte dans le cadre d'une véritable justice, pas une justice exécutive comme pour les Ceausescu ou pour Saddam Hussein, parce que là, ça sert à rien. Mais il pourrait faire l'objet d'un marchandage diplomatique
entre la communauté internationale pour convaincre la Russie de l'expulser, de l'extrader? Oui, mais on a déjà eu le cas, on en parlait avant d'entrer sur votre plateau. C'est la Serbie qui a remis Slobodan Milosevic dans le cadre des accords de Dayton à la Cour pénale internationale, qui aurait pu l'imaginer quelques mois auparavant. Comment vont Yasmine, Ouda et Asma aujourd'hui? À quoi ressemble leur vie? Est-ce qu'elles ont une famille, un emploi, des projets? Alors, elles survivent. C'est vraiment de la survie parce qu'elles ont tout perdu. C'est des femmes qui n'ont pas de logement, pas forcément de logement décent. Elles n'ont pas de statut de victime, donc pas d'aide. Et aujourd'hui, elles essayent de se reconstruire. Certaines ont des familles, mais je ne peux pas trop vous donner de détails sur leur vie actuelle. Mais c'est des femmes extrêmement fortes. Elles sont extrêmement courageuses. C'est vraiment des héroïnes modernes parce qu'avec ce qu'elles ont vécu, elles arrivent à continuer à avancer et à espérer encore une justice. Et avec ce qu'elles ont vécu, c'est assez exceptionnel. C'est aussi une des... C'est pas du ressort de la justice, mais la reconstruction de toutes ces victimes, c'est aussi à travers la justice qu'elles peuvent se reconstruire? Aussi, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un accompagnement psychologique, médical, et parfois, malheureusement, ça n'est pas suffisant. On a vu dans ce reportage ce que ces femmes ont subi, les crimes dont elles ont été victimes. Mais l'œuvre de justice peut leur donner aussi une place. Et là, en l'état, ce sont des survivantes, ce sont des héroïnes. Mais s'il y avait des procès, elles pourraient être aussi témoins et participer de façon directe au procès de leur bourreau. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour ce débrief consacré donc à ce reporter consacré à la Syrie. Merci beaucoup Assia Hamza et Emmanuel Daoud. Restez avec nous.